Eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Alors, ça fait déjà un peu plus d'une semaine que la faille Coldcard a été découverte et exploitée. Et je souhaitais prendre le temps, quelques jours après, de pouvoir vous parler un peu du sujet. Que ce soit sur la faille Coldcard, mais également sur la notion de sécurité, de sécuriser ces bitcoins. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à cette histoire qui est quand même rocambolesque. On va parler de ce bug de manière vulgarisée, de manière aussi un peu plus précise, notamment dans les conséquences. On verra comment sécuriser ces bitcoins. Et je terminerai par une ouverture. Déjà, premièrement, pourquoi il s'agit selon moi du pire bug de Bitcoin, mais également du futur de la cybersécurité et de la cyber AI sécurité. Et enfin, je parlerai notamment des analyses on-chain que j'ai pu réaliser pendant des dizaines d'heures. Alors, déjà, l'histoire de la faille de Coldcard. En juillet 2020, donc faut savoir, si on vient même avant 2020, que Coldcard s'est créé il y a plusieurs années. Et pour se lancer, ils ont pris le code, ou en tout cas certaines parties du code, de Trésor, qui était un code open source qui pouvait être utilisé. Ils ont commencé à implémenter leur premier portefeuille matériel, et Fondation, une autre entreprise, est arrivée à peu près en 2020 à dire bon bah voilà, on va se lancer pour ce faire, on va prendre le code de Coldcard, qui était, de ce temps-là, un code qui était open source sous licence GPL v3. Alors forcément, Coldcard se dit bon ok, ils ont pris notre code, ça peut être un peu embêtant, mais finalement il est open source, c'est pas grave, de toute façon c'est fait, on a fait la même chose pour Trésor. Coldcard, et plutôt son NVK, qui est un des développeurs de Coldcard, est venu à dire en fait, ça me pose problème, on n'aurait pas dû choisir cette licence-là, on aurait dû choisir une licence commerciale. Eh bien, novembre 2020, le firmware de Coldcard passe en licence commerciale. Ce n'est plus un free open source software, et en mars 2021, on a l'introduction d'une nouvelle librairie cryptographique, libNGU, qui est une librairie Number Go Up. La librairie qui a été utilisée avant par Trésor est une librairie très connue. Ils ont décidé d'implémenter leur propre librairie cryptographique, notamment pour les raisons commerciales dont on parle juste avant. Et à peine un mois plus tard, fin mars 2021, le firmware des Coldcard passe du 4.0.0 au 4.01. C'est le firmware buggé où la faille a débuté. Or, il se trouve que les analystes de ces derniers jours ont permis de montrer que la personne qui a créé la librairie cryptographique libNGU est la même personne qui a publié le firmware. Autrement dit, beaucoup d'intervenants se posent la question de savoir s'il y a eu d'autres développeurs de Coldcard qui ont vérifié ce code, qui correspond ni plus ni moins qu'à la génération de l'entropie, donc ce qui permet finalement en fait la génération d'une phrase mémonique, d'une liste de mots, ce qui est quand même le cœur de la sécurité dans Bitcoin. Enfin, dans la génération des clés privées de Bitcoin. Et donc mercredi, quand je parle de mercredi, je parle de mercredi dernier, donc c'était le 29 juillet, 15h30, première alerte sur Reddit. Un de mes portefeuilles a été vidé, 8 dixièmes de Bitcoin volé. À 19h30, Kevin, qui a fondé notamment Liana, dit sur X, je suis en train d'avoir pas mal de retours, comme quoi il y aurait des portefeuilles Liana qui seraient en train d'être drainés. Je veux pas FUD, mais est-ce que certains de mes followers pourraient me confirmer qu'ils ont encore leur fonds ? 21h, confirmation d'utilisateur, effectivement, c'est la merde, il y a un problème, des fonds sont en train d'être volés. Alors évidemment, Twitter était en ébullition à partir de 21h30, on était beaucoup à se poser la question, à discuter, mais d'où ça peut venir ? Est-ce que c'est un problème d'entropie ? Moi je pensais tout de suite à l'entropie avec la génération des dés, d'autres pensaient à une faille du Secure Element, etc. C'était vraiment très flou. Et 22h, les choses commencent petit à petit à arriver, des gens commencent à parler d'un bug dans le firmware. J'ai pris le GitHub de Coldcard, je l'ai balancé dans Opus 5, en 5 minutes, Opus avait trouvé la faille. Enfin, quand je dis la faille, 2 failles, et un garde-fou qui n'a pas fonctionné. En 5 minutes, Opus l'avait trouvé. 23h, confirmation par Coldcard que seuls, j'ai bien dit seuls, les MK3 étaient impactés. Et qu'il y avait effectivement les clés privées, donc les phrases, les listes de mots générées par ces MK3, qui est un modèle de portefeuille Coldcard, de portefeuille matériel, et bien derrière qui n'était pas généré avec autant d'aléatoires qu'il faudrait, donc plus facilement obtenable, notamment en faisant des tests.
et en répliquant l'algorithme. Alors c'est vachement particulier parce que Coldcard de ce temps-là savait déjà que des utilisateurs disaient qu'ils avaient des MK4 ou des MK5 et que les fonds étaient finalement en fait en train d'être drainés également pour certains, mais aussi et surtout qu'ils savaient que la librairie des MK3 était utilisée par la suite dans les MK4, les MK5 et les Coldcard Q. Mais passons. 2h du matin, publication des chercheurs de Block qui ont réalisé une étude incroyable sur le sujet où ils viennent à dire « Ok, là, c'est totalement la merde. Les utilisateurs qui ont des Coldcards, il faut absolument que vous bougiez vos fonds. » Et là, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. On est quelques-uns à commencer à avoir monitoré on-chain les adresses, mis en place des patterns, notamment heuristiques, pour pouvoir essayer de regarder ce qu'il en est. Et on se rend compte que dès 7h du matin, confirmation par Coldcard, tous leurs modèles, donc MK2, 3, 4, 5 et Q, sont impactés. Jeudi 17h, on observe que on-chain, après des heures et des heures d'analyse que j'ai pu réaliser, il y a une hypothèse qui survient, un deuxième hacker parce que les patterns ne sont pas les mêmes. Et quelques heures avant, Coldcard publie un nouveau firmware. Nouveau firmware buggé d'ailleurs. Vous observerez la magnifique image où après le mot numéro 5, c'est le 21, qu'il n'y a pas le numéro 8 qui est affiché, ni le 23, le 24. Sublime. Bon, jeudi 14h, jeudi 17h, mardi midi, on a déjà 1600 bitcoins de volés, soit à peu près 100 millions de dollars, provenant de 7300 adresses. Cette faille de l'écosystème Bitcoin est probablement l'une des pires. Ce sont des bitcoiners, pour la majorité maximalistes, qui se sont fait drainer leurs fonds à cause de cette faille. Alors en 3 mots, ce bug. Coldcard fucked up. Alors Coldcard fucked up, et ça donne quoi? Alors je vais pas la lire en entier, mais il y a cette petite vidéo du Bitcoin Policy Institute qui permet de bien représenter un peu la chose. Leur conclusion, c'est que lorsqu'on génère une liste de mots, on doit trouver un atome dans des millions de galaxies. Lorsqu'on cherche une phrase mémonique, dans le cas du bug dont on parle de Coldcard, c'est qu'on essaye de la chercher dans un virus. Autrement dit, on a réduit absolument considérablement l'espace possible. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est quoi? Vous savez que la phrase mémonique, donc c'est la liste de 12 ou 24 mots, elle nous donne la clé privée, la clé privée qu'on ne voit jamais. La clé privée nous donne la clé publique, on appelle ça souvent la Xpub, et cette Xpub permet de générer les adresses sur lesquelles on peut envoyer des fonds, et donc on peut avoir des UTXO. Mais la phrase mémonique, en fait, en réalité, c'est, donc, depuis BIP39, c'est ni plus ni moins qu'une jolie manière pour l'être humain de pouvoir représenter un nombre dégueulasse. Ce nombre dégueulasse, qui est extrêmement grand, c'est ce qu'on appelle, il est généré par de l'aléatoire. Et ce nombre généré par de l'aléatoire, eh bien cet aléatoire, c'est ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie, c'est la mesure du hasard, et elle est mesurée en bits en informatique. Donc dans le cas de BIP39, s'il y a 24 mots, alors je le simplifie parce que c'est pas exactement ça, parce que le dernier mot dépend des mots d'avant, donc bref. Mais si on simplifie pour avoir un ordre de grandeur, eh bien pour 24 mots, ça nous fait 10 puissance 79 possibilités. 1 et 79 zéros après. C'est incroyablement grand cette valeur. Et 10 puissance 79, c'est à peu près 2 puissance 256, soit 256 bits d'entropie. C'est souvent un truc dont on parle. Et bien pour vous donner une idée, avec une carte graphique 3090, pour tester tout cet espace de clés, il faudrait 10 puissance 60 années. 10 puissance 60, c'est la masse de l'univers. Vous voyez à quel point venir à choisir une liste de mots de 24 mots parmi toutes les listes de mots possibles, la probabilité n'est pas nulle, elle est infiniment, infiniment petite. Pour 12 mots, c'est le même raisonnement. On est à 10 puissance 39 possibilités. C'est pas à peu près la moitié. C'est 10 puissance 40 fois moins. C'est considérablement fois moins, mais ça reste 10 puissance 39 incroyablement grand. Et c'est 128 bits d'entropie. Là, il faudrait 10 puissance 21 ans avec une 3090 pour pouvoir passer et réaliser tout l'espace de clés. Et donc, la particularité, c'est quoi? 10 puissance 21. Si on a 10 puissance 21 GPU, ça fait tout ça de carte graphique.
Ça fait beaucoup de cartes graphiques. Et pour une 90, une 3090, ça fait 900 sextillions d'euros. Alors c'est très sexy, mais je pense que c'est beaucoup plus que la masse monétaire internationale, alors qu'elle est déjà très élevée. Et ben, la faille du firmware de Coldcard, c'est ça. C'est qu'on passe dans les MK2 et MK3 à 256 bits d'entropie, et ben non, on passe à 40. Ça veut dire qu'on a 2 puissance 40 clés, ce qui fait à peu près 10 puissance 12 clés, 1 et 12 zéros après, avec une seule 3090. On fait toutes les clés en 18 jours. Donc suffit d'en louer 18, on fait tout en un jour. Et puis ensuite pour les MK4, les MK5 et les Coldcard Q, on passe à 47 bits d'entropie, ce qui fait 10 puissance 14 clés. C'est 100 fois plus que 10 puissance 12. Ça veut dire qu'avec une 3090, en 6,4 ans, on dresse tout l'espace des clés. On peut donc par conséquent, si on a toutes ces clés, ensuite vider les bitcoins associés, puisque comme on a pu réduire l'entropie, donc les possibilités, on a pu obtenir les phrases mémoniques, donc par conséquent on peut dépenser les fonds. Et alors, c'est pire que ça en fait, cette faille. Parce que là, ces deux valeurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on a réduit l'espace possible, mais d'une manière incroyablement élevée. En fait, c'est pire. Parce que si quelqu'un possède le matériel Coldcard et possède deux choses, le UID que le fabricant connaît, et l'état du timer, donc le moment où la Coldcard a été mise en place, eh bien, avec une 3090, eh bien, pour les MK2 et MK3, l'entropie descend entre 0 bits et 16 bits. 0 bits, ça veut dire que c'est déterministe. Si on a l'état du timer et l'UID, en un calcul, on trouve tout de suite la phrase mémonique et on peut voler les fonds. Et dans le cas où on est à 16 bits, 10 puissance 16, pardon, je dis une bêtise, c'est pas 10 puissance 16, mais 2 puissance 16, ça se fait en moins d'une seconde avec une 3090. Et dans le cas d'une MK4, une MK5 et une Coldcard Q, on a 31 bits d'entropie, ça se fait en 51 minutes. Vous voyez à quel point l'espace de clé est profondément réduit et à quel point ce bug est absolument dramatique. Donc concrètement, les matériels impactés, c'est les K2, les K3, les K4, les K5, les Q. Donc tous les matériels Coldcard. Si la génération de la phrase mémonique a été réalisée directement avec la Coldcard. Parce que si quelqu'un a décidé de le faire avec des dés, si avec les dés il l'a bien fait en rentrant les valeurs trouvées, eh bien la génération avec des dés, elle, n'est pas buggée. Et en parallèle, il y a un autre problème. C'est que ça induit plein d'autres problématiques, notamment la problématique des multisigs, des portefeuilles multisignatures. Car en effet, dans le cas d'un multisig 2 sur 3, donc ça veut dire qu'il faut 2 signatures sur les 3, s'il y a 2 Coldcards sur les 3, alors dans ce cas-là, eh bien vos fonds peuvent être volés dans deux conditions. La première, c'est si vous aviez déjà fait une transaction avec multisig 2 sur 3. La deuxième situation, c'est si vous faites une transaction, vous n'aviez jamais fait de transaction, mais vous la faites on-chain, votre transaction passe dans la même pool, et à ce moment-là, comme vous libérez la troisième XPub, la troisième clé publique du multisig qui n'était pas encore connue, puisque les deux de la Coldcard sont connus potentiellement par un attaquant, mais pas la troisième, eh bien l'attaquant va pouvoir prendre cette troisième XPub et rejouer la transaction, mais comme il a deux signatures, il va pouvoir s'envoyer. Vous voyez le niveau de problématique ? Ça veut dire que dans le cas où vous avez des Coldcards, bougez absolument vos fonds. Ne le faites pas de manière précipitée au point de faire n'importe quoi. Je vais vous dire des gros conseils sur lesquels il faut vraiment faire attention. Mais par contre, c'est essentiel. Bougez vos fonds. Et cette attaque va continuer pendant des semaines et des semaines. Ne pensez pas que vous allez être safe. Tous ces portefeuilles vont se faire drainer. Des portefeuilles qui sont vides là maintenant, sur lesquels il va y avoir des bitcoins qui vont être mis dans 1 an, dans 2 ans, vont dans 2 ans encore se faire drainer. Parce que la génération de la clé privée n'a pas assez d'entropie, n'est pas entre guillemets assez sécurisée. Et dans ce cas-là, eh bien nécessairement ce que ça induit, c'est que les fonds vont être volés. Alors, concrètement, eh bien, en fait, vu ce qu'on vient de comprendre, on comprend pourquoi, effectivement, depuis des années, il y a des utilisateurs Coldcard qui disent qu'ils se sont fait voler des bitcoins alors qu'ils avaient juste utilisé leur Coldcard, donc pas de malware sur leur PC, non, juste la Coldcard, et que, à la création, quelques jours après, ils se sont fait voler des fonds. Alors, voici 2 exemples.
Cet exemple-là, la personne avait fait n'importe quoi, puisqu'en l'occurrence, elle avait lancé 5 dés, uniquement 5 dés. Alors que pour avoir 12 mots, il en faut lancer au moins 50. Pour avoir 24 mots, il faut en lancer au moins 24. Pardon, au moins 100. Donc 12 mots, 50 dés. 24 mots, 100 dés. La personne elle avait lancé 5. Donc l'entropie était catastrophique, l'aléatoire était catastrophique, donc forcément clé facile à trouver et donc 0,4 volets. Mais dans ces deux situations, il y en a plein d'autres, notamment sur le Telegram de Coldcard, qui ressortent petit à petit sur Twitter. Beaucoup de personnes ont perdu des fonds, et en fait la raison, eh bien on va la voir juste après, mais c'est directement induit à cette faille. Et des conséquences sont déjà visibles depuis des jours, depuis mercredi soir, et plutôt jeudi matin, c'est que les transactions qui sont dans le bloc ici à gauche, sont les transactions en bleu, ce sont des transactions qui ont été minées sans passer par la même pool. Ça veut dire que quand quelqu'un a réalisé cette transaction, ce qu'il a fait, ou ce que la personne a fait, c'est qu'au lieu de l'envoyer par son nœud ou par un nœud directement au réseau public, comme ce qui se passe d'habitude, et le mineur vient piocher dans les transactions publiques, eh bien en fait il l'a directement envoyé au mineur. Pourquoi ? Parce que si la transaction passait en public, comme dans le cas des multisigs tout à l'heure, eh bien par conséquent, on pourrait obtenir des informations et donc rejouer la transaction, et l'attaquant pourrait rejouer les transactions pour ensuite envoyer les fonds vers soi. C'est particulièrement vrai dans le cas des multisigs, ça peut être vrai dans certaines situations pour ce qui est de des clés, des single sig, donc des portefeuilles avec une seule signature, mais voilà, je pense que vous comprenez l'idée. Et c'est notamment pour ça que il y a quelques jours, très rapidement, a été mis en place un outil par la pool de minage Mara, qui est un gros mineur, ils ont à peu près 4% du réseau, peut-être un peu plus, je ne sais plus, qui s'appelle Slipstream, qui permet de pouvoir envoyer une transaction directement à Mara, en mettant des frais de transaction un peu plus élevés, de telle manière à ce que Mara mine cette transaction et que, par conséquent, la transaction ne soit pas exposée sur le réseau public. Il y a eu notamment un tutoriel que j'ai réalisé sur la Plan B Academy et qui a été posté également sur le site Out of Band de Liana, qui décrit justement on va dire entre guillemets ce protocole, plutôt cet outil qui permet d'avoir des fonds qui vont être envoyés et minés dans un bloc de manière safe, sans avoir à exposer ces informations on-chain. Alors pour ce qui est des MK1, je l'ai mis avec une parenthèse, parce que j'ai vu un utilisateur, je passais malheureusement beaucoup de temps sur Twitter ces derniers jours pour contacter toutes les communautés, vérifier que tout était ok, essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, notamment sur l'analyse on-chain, on en parlera à la fin. Mais les Coldcard MK1 seraient a priori pas impactés, puisque le firmware est arrêté au firmware 3. Quelque chose, mais un utilisateur a dit qu'il avait quand même perdu ses fonds, c'est tout, pas plus, donc bon, la question se pose de pourquoi. Reste que les YubiKey, les OpenDime, les TapSigner ou les SatsCard ne sont pas impactés car ils n'avaient pas le même firmware et pas les mêmes librairies. Et en parallèle, tous les trésors, les ledgers, les jades, les crux, etc., etc. ne sont pas impactés non plus. Il n'y a que les Coldcard MK2, MK3, MK4, MK5 et Q. Donc si vous en avez une, bougez vos fonds. Sauf si vous avez généré votre seed phrase avec DD. Ou dans ce cas-là, vous êtes safe. Et donc, juste pour expliquer cette notion d'espace de clé et la faille, en gros, l'attaquant, il a fait quoi ? Une fois qu'il a compris la faille, en fait, il a juste recréé les étapes de génération de la seed phrase, donc de la clé privée, en suivant les étapes qui sont réalisées par le portefeuille matériel Coldcard. Et une fois qu'il a suivi ces étapes de génération, en fait, il a ensuite bouclé pour brute forcer trouver tout l'espace de la faille Coldcard. Donc normalement, j'ai bien dit normalement, s'il n'y avait pas de faille, l'espace de clé en gros c'est de 1 à 10. Bon, c'est pas de 1 à 10, c'est entre 1 et 2 puissance 256-1, mais c'est énorme, mais disons de 1 à 10. Normalement, on peut tout trouver. La faille Coldcard, c'est, en fait, on peut pas tout trouver, on peut en trouver que certains. Alors là, j'ai mis 2, 5, 6 et 10, c'est juste pour imaginer, mais en gros, ça veut dire que vous réduisez l'espace à une quantité tellement petite qu'en fait, en réalité, c'est humainement possible de pouvoir l'atteindre. Comme ce qu'on disait tout à l'heure avec une slide précédente où on ne parlait que de quelques jours pour la MK2-3 ou de quelques années avec les 4, 5 et Q. Manière imagée, j'ai beaucoup apprécié cette slide. En gros, l'attaque de Coldcard, maintenant d'un point de vue fonctionnel, c'est quoi ? C'est que pour générer un wallet Bitcoin, eh bien en fait on a besoin d'avoir une source d'aléatoire, ce qu'on appelle l'entropie qui nous donne nos mots.
de manière aléatoire. Et cet aléatoire, dans les portefeuilles matériels notamment, est généralement réalisé par deux choses. Le PRNG, qu'on appelle le nombre générateur pseudo-randomisé, et le TRNG, qui est le vrai nombre, enfin le nombre générateur vraiment aléatoire. Et en fait, ces deux trucs, PRNG et TRNG, bah, le PRNG, c'est déterministe, donc ça prend des informations et puis ça donne qu'une seule sortie, forcément. C'est par exemple l'UID et le timer. Et le TRNG, c'est vraiment totalement aléatoire, notamment avec du bruit physique. Par exemple, dans Passport, qui est un portefeuille matériel mis en place par l'entreprise Foundation, ils utilisent notamment la diode pour ça. On parle aussi de la lave-lampe pour avoir du bruit physique, enfin de l'aléatoire. Et donc, la Coldcard, bah, elle avait bien les deux, le PRNG qui est beaucoup moins sécurisé, le TRNG qui l'est beaucoup plus, par définition. Sauf que normalement, il devrait utiliser les deux, et donc aussi le TRNG. Et donc, bah, le problème, c'est que en réalité, ce qui s'est passé, c'est que pour créer un nombre de 32 bits aléatoire, eh bien, en fait, au lieu d'utiliser le TRNG, qui est très sécurisé, et pour donner 256 bits d'entropie, pour avoir les 24 mots. Ce qui s'est passé, c'est que derrière, ils ont utilisé le PRNG, qui est déterministe, très peu sécurisé, pour obtenir à peu près les 40 bits d'entropie dont on parlait tout à l'heure. Et la raison pour laquelle le TRNG n'a pas été utilisé, c'est parce qu'il y avait un 0 qui avait été affiché, un peu comme si ça avait été en mode « Ah bah on est dans le cas du test, donc on laisse 0, donc du coup le TRNG il n'est pas pris en compte ». C'est catastrophique parce que en une ligne de code, Coldcard a totalement fucked up. C'est une immense erreur professionnelle, une immense erreur en tant que développeur. Et c'est le pire là-dedans de tout ça, c'est que il est inconcevable que si plusieurs personnes avaient sérieusement audité ce code, et là je parle des développeurs de Coldcard, qu'ils ne l'aient pas trouvé, qu'ils n'aient pas trouvé cette faille. Et alors là, je vais dire un truc qui va peut-être choquer. Mais en réalité, Coldcard, clairement, a fucked up. C'est leur erreur, à 95%. Pourquoi pas 100%? Parce que la réalité, c'est qu'il y a des utilisateurs, donc tous les utilisateurs ont bien fait. Certains ont acheté un portefeuille matériel, ont poinçonné leur plaque en acier, fait du Shamir Secret Sharing, etc. Oui, mais certains d'entre eux avaient des fonds tellement élevés sur un portefeuille single signature qu'en réalité, si tu as plusieurs bitcoins, que ça correspond à un changement considérable dans ta vie, que c'est toutes tes épargnes, tout ton argent, tu gardes pas un single point of failure, c'est-à-dire juste un portefeuille matériel. Parce que s'il y a une faille dans ce portefeuille, exactement comme ce qui s'est passé, t'en es dépendant. Non, tu mets en place un multisig, tu mets en place une passerelle, tu fais ta génération, etc. Donc ça veut dire que, et c'est triste de dire ça, évidemment, je ne bâche pas sur les utilisateurs, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui avaient besoin d'aide pour de l'analyse on-chain, pour des conseils, etc. ces derniers jours, et je suis profondément attristé par ce qui se passe, mais on ne peut pas mettre à 100% la faute sur quelqu'un, même si, bien évidemment, ça n'aurait jamais dû arriver. Si vous voulez aller sur du technique, il y a ce très très bon article qui a été posté par l'équipe de Wizard Sardine, donc de Liana, sur la faille de vulnérabilité, où on parle notamment de ce PRNG à droite et du TRNG à gauche. Donc concrètement, là on arrive sur la partie sécurisée, c'est Bitcoin, et en fait, je disais qu'il y a 5% d'erreurs chez les utilisateurs, et c'est vrai, parce qu'après tout, si vous téléchargez un portefeuille logiciel, genre Sparrow par exemple, bon déjà, si vous le téléchargez, il faut vérifier que le site n'a pas été compromis. Le logiciel n'a pas été compromis. Donc vous allez le télécharger et vérifier la signature. Mais la signature c'est bien, mais en réalité, si vous voulez vraiment être sûr, il faudrait prendre le code sur GitHub et il faudrait le recompiler. C'est un peu technique, mais ça se fait. Mais en vrai, si vous téléchargez le code, peut-être que le code est pas bon, peut-être qu'il y a le même problème que ce qu'on vient de voir sur Coldcard. Donc en vrai, il faudrait que vous auditiez le code. Parce que si vous générez une liste de mots sur un code qui a peut-être une backdoor, votre portefeuille Sparrow, il disparaît. Vos fonds vont disparaître. Puis ensuite, quand vous allez générer votre phrase mnémonique, vous allez vouloir du coup générer des adresses de réception, des adresses de change, etc. Qui vous dit que Sparrow l'implémente bien? Oui, il faudrait prendre un autre portefeuille, logiciel ou matériel, faire, on va dire, ajouter les mêmes listes de mots,
évidemment, vous avez audité le fait qu'il n'y avait pas de backdoor qui va envoyer la liste de mots ailleurs, vous avez audité le fait que l'entropie était bonne, mais une fois que vous avez la même liste de mots, rentrez-la dans le Sparrow et rentrez-la dans un autre portefeuille, type Electrum ou un portefeuille matériel, et si vous avez les mêmes adresses de réception et de change, a priori c'est ok. Mais là, vous allez vous dire, oui, mais prof, ça veut dire que j'ai un portefeuille logiciel. Je suis donc dépendant des malwares. Et absolument. C'est pour ça qu'un portefeuille matériel est pertinent. Évidemment, vous n'allez pas l'acheter chez prof. Vous allez l'acheter chez le constructeur. Parce que peut-être que prof, il a comment ça s'appelle, un laser dans son bureau. Et que, il va, comme l'a fait le donjon, donc les white hackers de Ledger, ils ont été capables de craquer de nombreux portefeuilles, notamment le Trésor 7 avec la puce Tropic Square. Peut-être que j'ai fait la même chose dans mon bureau, qui sait. Donc quand vous allez recevoir le portefeuille, déjà vous allez vous dire, ah, je vais regarder, je vais vérifier que tout est ok. Mais en réalité, la première chose à faire, c'est peut-être que j'ai changé le firmware. Donc vous allez télécharger le firmware sur le site du constructeur, et vous allez reflasher votre matériel, parce que peut-être que j'avais mis un firmware corrompu, qui allait m'envoyer votre clé. Et ouais, mais en fait, si vous téléchargez le firmware, ça veut dire qu'il va falloir vérifier la signature, donc recompiler, donc auditer le code. Bon, c'est complexe, on est d'accord, mais il y a quelques étapes quand même qui peuvent être faites. Puis après, une fois que vous avez téléchargé le firmware, que vous l'avez reflashé sur le matériel, évidemment, s'il y a un secure element, il va falloir vérifier l'attestation cryptographique. Bon, ça, le point positif, c'est que le changer cette attestation cryptographique, c'est extrêmement complexe, voire pas possible. Donc autrement dit, sur votre Ledger Live ou même sur le Trésor, sur le logiciel Trésor, cette attestation cryptographique, si vous l'avez, vous êtes tranquille. Vous pouvez entre guillemets y faire confiance, ça veut dire que le secure element n'a pas été touché, n'a pas été changé. Mais ça ne veut pas dire qu'entre le secure element et l'affichage, il n'y a pas eu d'autres trucs qui ont été rajoutés, notamment par soudure. Donc vous allez vouloir vérifier la génération d'adresses de réception et de change. Puis peut-être que vous n'allez pas faire confiance au code, notamment si le code, comme pour Ledger, n'est pas totalement open source. Et dans ce cas-là, vous allez dire, ouais, mais moi je fais pas confiance à un code que je peux pas auditer. Dans ce cas-là, vous allez ajouter votre propre entropie, ou bien, comme on a pu en parler, générer soi-même sa liste de mots avec des dés. Ouais, mais tout ça c'est bien, mais ça veut dire que quand vous allez lancer le portefeuille matériel ou le portefeuille logiciel, je dis lancer, c'est on l'ouvre, mais dans ce cas-là, il va falloir afficher les transactions, les montants. Qu'est-ce qui vous dit derrière que les transactions vont bien être envoyées, on n'est pas en train de vous mentir, que le nœud ou les nœuds auxquels vous vous êtes connectés ne sont pas des nœuds malveillants. Donc il va falloir que vous vous connectiez à votre propre nœud. Mais ce nœud-là, va falloir que vous vérifiez la signature. Donc il va falloir que vous le recompiliez. Donc il va falloir que vous éditiez le code du nœud Bitcoin Core qui est le code de Bitcoin. Enfin, vous voyez qu'on peut aller très très loin. Vous voyez aussi que en réalité, il va falloir vérifier soi-même l'envoi, l'ancrage des transactions, donc dans le minage, donc vérifier avec sa propre chaîne de blocs. Et en réalité, ce qu'on observe, c'est que dans l'informatique, tout est basé sur de la confiance. Et en fait, la confiance a toujours existé dans Bitcoin. Très peu d'entre vous n'a audité entièrement le code de Bitcoin. Et c'est mon cas, je n'ai pas audité l'entièreté du code de Bitcoin. Je l'ai passé dans des LLM, c'était rigolo, mais j'ai pas les compétences pour faire ça. Et c'est normal. Parce que seules de très rares personnes les ont. Et puis c'est des centaines d'heures de travail. Par contre, regardez certaines parties qui semblent importantes, s'y intéresser, et surtout développer des modèles de sécurité qui correspondent à nos besoins et à nos situations. Ça c'est essentiel. Comme la passphrase, avoir un matériel air-gap, ou bien, tiens, un truc dont je parlais déjà il y a 2 ans dans les vidéos qu'on a pu faire. Et si vous avez regardé mes vidéos, vous devriez avoir compris. Un multisig avec des portefeuilles matériels qui viennent de plusieurs vendeurs. Ce qu'on appelle maintenant un portefeuille multisig multivendeur sur Twitter. Et oui, en 2024, une vidéo avait été réalisée sur le sujet. Qu'est-ce qu'un multisig? Et alors, je vais pas tout vous refaire, mais dedans, on parlait d'un portefeuille multisignature 2/3, avec des portefeuilles de plusieurs vendeurs différents, notamment Ledger, Coldcard, Electrum, si on voulait un portefeuille logiciel. On parlait notamment également de Trésor, ce qui fait que, d'accord, si un portefeuille comme celui de Coldcard avec la MK2 ou la MK3 est vulnérable, eh bien avec une signature sur les 3, on ne peut rien faire. Autrement dit, on est sécurisé face à un single point of failure qui en français se traduit par un point unique de défaillance. On parlait des avantages.
et des inconvénients également d'un multisig, car des inconvénients, il y en a quand même, mais maintenant, on va dire c'est une habitude à prendre. Notamment dans l'inconvénient, le fait qu'il n'y a pas que les 3, si on fait un multisig 2 sur 3, il n'y a pas que les 3 phrases mémoniques à sécuriser. Il y a aussi ce qu'on appelle la dérivation, la XPOB associée, et on parle aussi des fois de la fingerprint, même si elle n'est pas forcément à 100% nécessaire car on peut la retrouver. Mais donc le descriptor est essentiel à être sécurisé. On parlait également d'idées pour brouiller les pistes en mettant, comme on a un multisig 2 sur 3, ça veut dire qu'en fait, chaque portefeuille matériel est indépendant, donc on peut mettre de l'argent sur les 3 de manière indépendante, mais pour pouvoir accéder à son portefeuille avec les gros fonds, dans ce cas-là, il faut faire une fusion des 3. Un multisig entre les 3. Donc ça permettait, si on a une ledger chez soi, une call card chez sa grand-mère et son portefeuille sur un ordinateur qu'on a au boulot, et ben dans ce cas-là, de pouvoir avoir sur chacun d'eux, je sais pas, X euros, je prenais l'exemple de 100, 200 euros, et si un jour vous voyez que sur un Watch Only que vous avez chez vous, que un Watch Only c'est un portefeuille logiciel qu'on a chez soi, tout le temps connecté 24/24, 7 jours sur 7, sur lequel on a juste rentré les adresses sur lesquelles il y a des montants qu'on veut regarder. Et si on voit qu'il y a une adresse qui bouge, on le voit tout de suite. Et donc par conséquent, si on voit que le portefeuille qui est au boulot, les 100 balles ont bougé, ça veut dire que le portefeuille est certainement compromis. Donc il faut rechanger sa sécurité. Mais le portefeuille multisig, lui, n'est pas compromis, car il n'y aurait qu'une signature sur les 3 qui le serait. Donc là, voilà, on parlait de setup de sécurité, on parlait aussi ABC de différents lieux, et on était venu à parler également de Liana, avec notamment des setups encore plus intéressants, car certaines personnes parlent de multisig 2 sur 2. Personnellement, je suis pas très fan des 2 sur 2, parce que je trouve que justement, il y a un point de défaillance, c'est que si vous perdez l'une des 2 clés, vous êtes fucked up. Puisque derrière, vous ne pouvez plus signer avec les 2 clés. Donc là, le 2 sur 2, je suis moins fan, mais d'autres personnes avanceront d'autres arguments, donc c'est peut-être personnel. Reste qu'avec Liana, et donc le Miniscript, qui est un langage de Bitcoin, on va dire un sous-langage dans Bitcoin, il y a la possibilité d'avoir notamment un multisig 2 sur 2, donc il faut 2 clés sur les 2 pour signer, et s'il n'y a pas eu de transaction avec ce multisig 2 sur 2 pendant X blocs, par exemple ici 52 600 blocs, soit 1 an, alors on va pouvoir, au bout de ces 52 600 blocs, soit dépenser avec le 2 sur 2, soit dépenser juste avec celle-ci. Donc ça, c'est très intéressant comme modèle, parce que en fonction de ce qu'on utilise, notamment si on utilise les adresses Taproot, bon là c'est technique, mais si on utilise les adresses Taproot, les 52 600 blocs ne sont pas révélés on-chain, et donc par conséquent, on a une privacy qui est complète dans le cas de l'utilisation d'un setup comme Liana. Et puis en plus de ça, on est résilient face à une perte de l'un des 2 portefeuilles, key 1 ou key 2. On aurait pu aussi avoir un setup un peu différent, où ici c'est pas une key 3, c'est j'ai multisig 2 sur 2 entre clé 1 et clé 2, et au bout d'un an, c'est clé 1 ou bien clé 2. Ça se construit très facilement avec Liana. Et le setup peut-être ultime à voir, ce serait de dire j'ai un multisig 2 sur 3, avec des endroits, des choses dans différents lieux. Et ce multisig 2 sur 3, donc vous voyez les lieux A, B, je vous invite à regarder la vidéo sur le sujet, je ne vais pas rentrer dans les détails. Derrière, au bout de 1 an, on passe sur du 1 sur 3. Et si 1 sur 3 vous convient pas, vous pouvez toujours faire un 3 sur 3. Et au bout d'un an, vous passez sur du 2 sur 3. Et puis au bout d'un an, vous passez sur du 1 sur 3. Ou bien sur du 2 sur 3 avec un partenaire autre, ou la banque, ou le notaire, ou j'en sais rien. Donc il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour sa sécurité, il faut juste y réfléchir. Et puis le mois d'avant, parler de sécuriser ses bitcoins. Bah ouais, parce que avoir ses fonds sur un exchange et prendre sa seed phrase en photo, faut surtout pas le faire. Écrire sa seed phrase sur des plaques en acier, c'est nécessaire, l'avoir dans plusieurs maisons, voire même plusieurs pays. Mais par contre, si on doit prendre l'avion pour aller chercher la seed phrase de sa call card parce qu'on l'a pas gardé chez lui, et ben finalement ça pose problème dans le cas de hack, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention là-dessus. Évidemment, faut pas en parler. Et puis, en parallèle, ne faites pas trop compliqué. Si vous cherchez à crypter votre seed phrase ou que vous avez une passphrase qui vient d'un livre particulier, vous allez soit le perdre ou l'oublier, soit sinon, si vous prenez une passphrase qui vient d'un livre, c'est certain, elle va être trouvée. Et alors là, c'est une slide que j'avais mis et dans lequel je disais,
faites attention, parce que si vous avez un portefeuille avec une seule signature et que vous êtes dépendant de ce portefeuille, et qu'est-ce que ça donne si derrière il y a une faille de sécurité? Alors, triste malheureusement que cela soit arrivé non pas à Jade, mais au portefeuille Coldcard, mais finalement c'est exactement le point dont on parlait précédemment. Donc ça, c'était un petit peu la liste des points importants, avec être en self-custody, multisig, passphrase, si besoin, mais la passphrase est quand même une première problématique par rapport au multisig où on a peut-être plus de latitude. La sécurité des seeds dans des endroits différents et dans des plaques en acier. Et la vidéo concluait, mais encore une fois, pour avoir tous les tenants et aboutissants, n'hésitez pas à aller la regarder, concluait qu'en fait, en réalité, ce setup n'était pas un setup qui était figé. C'est un setup qui va évoluer et qui va dépendre de chacun. Certains vont commencer par un exchange au niveau 1, puis ensuite ils vont prendre un portefeuille physique et une passphrase, peut-être, si besoin. Et ensuite, ils vont rajouter les plaques en acier. Et après, le niveau 4, c'est en fonction des montants, ils vont aller chercher plusieurs portefeuilles physiques, plusieurs logiciels, et donc multisignature, avec potentiellement sur un niveau 5 du Liana, etc. etc. En fait, tout va dépendre des montants. Là, les montants gris, c'est pas l'argent que vous mettez dessus, c'est combien ça vous coûte. Mais si vous dépensez 50 balles de sécurité pour 1000 balles, c'est tout à fait pertinent. 50 balles pour 10 000 balles, ça peut être pertinent en single signature. Encore une fois, ça dépend de chacun. Mais si vous avez comme c'est arrivé, 6 bitcoins, 10 bitcoins, 25 bitcoins, sur un portefeuille physique sans passphrase dont la seed a été générée sur le portefeuille, mais dans ce cas-là, votre sécurité, vous avez dépensé 50 balles, peut-être 150 balles dans le cas d'une cold card, alors qu'en réalité, vous avez plusieurs millions. Il faut évoluer la sécurité en fonction des valeurs, en fonction des cycles, puisque le prix du Bitcoin augmente, et donc la sécurité doit être nécessairement associée. Alors je vais terminer avec ces 3 points qui seront un peu plus rapides. Le premier, c'est pourquoi pour moi, la faille de Coldcard, c'est vraiment le pire bug qui soit arrivé dans l'histoire de Bitcoin. Alors déjà, la problématique de l'entropie, c'est déjà arrivé. Dès 95, avec Netscape, la loterie US pendant 12 ans, il y avait un problème d'aléatoire avec les boules. Quelqu'un a gagné plusieurs dizaines de millions de dollars grâce à ça. Les PS3, on a aussi les cartes d'identité à Taïwan, et Milksad, qui était dans le monde de la crypto, un portefeuille, qui a eu le même problématique, une problématique assez similaire, et d'ailleurs du même ordre de grandeur que Coldcard en 2023. Coldcard pour lequel le bug existait depuis 2021. Et pourquoi, pour moi, c'est le pire bug de Bitcoin? Parce que déjà, premièrement, plein de personnes se disent que ça y est, leur self-custody, ce n'est pas pour eux. Et donc, par conséquent, ils partent sur des exchanges centralisés ou acheter des ETF, notamment aux US, qui est l'un des pays les plus touchés. En plus de ça, c'est l'un des pires bugs de Bitcoin parce que c'est beaucoup de Bitcoiners ou de maximalistes qui sont touchés. Et donc, une confiance en berne chez les utilisateurs dans l'écosystème Bitcoin. En tout cas, pour le moment. En parallèle, ça induit donc une perte d'intérêt, mais également de la confiance en la self-custody, parce que forcément c'est trop complexe de mettre en place un multisig, je préfère la facilité et être dépendant et de perdre ma souveraineté. C'est un choix, chacun fait ce qu'il veut, Bitcoin est permissionless, mais aussi une perte d'intérêt, plutôt de confiance en l'open source, puisqu'il va y avoir des risques d'affaires judiciaires par rapport à cette histoire, c'est une quasi-certitude. Donc, les portefeuilles matériels qui ont leur code en open source, eh bien finalement, s'ils sont tenus pour responsables des failles, ils vont arrêter de développer ce genre de produit. Et donc, par conséquent, il va y en avoir de moins en moins, donc ce sera plus centralisé, donc, etc. En parallèle, ça va être aussi un bon moyen pour les politiques comme Aurore Lalucq de dire « On vous l'avait dit, il faut KYC tous les achats de Bitcoin », alors qu'en réalité, la problématique est ailleurs. Il y a des arnaques au faux portefeuille. Malheureusement, il y a des personnes, et il y a une personne qui parle français qui s'est fait malheureusement voler 6 bitcoins parce que la personne a voulu aller être rapide, elle a téléchargé sur téléphone l'application Wasabi pour pouvoir envoyer des fonds, sauf que Wasabi n'existe pas sur téléphone. De la même manière que Sparrow n'existe pas sur téléphone, ce sont des faux portefeuilles, et donc il a perdu 6 bitcoins. Et en plus de ça, personne n'en parle. Mais malheureusement, ce que ça veut dire, c'est que là, il est certain que Chainalysis ou que le gouvernement américain a des machines qui sont en train de faire tourner pour trouver les clés privées. Si elles trouvent les clés privées, derrière, elles pourraient voler les fonds. Bien sûr, elles ne vont pas le faire. Mais par contre, ça veut dire qu'ils vont obtenir les XPub, donc toutes les adresses des portefeuilles. Donc en fait, ils vont pouvoir finalement désanonymiser
une grande partie de la chaîne de blocs, à définir ce que c'est grand, c'est quoi, c'est 5%, 10%, on ne peut pas le quantifier, mais ils vont pouvoir finalement rendre moins confidentielle la chaîne de blocs et avoir de meilleurs clusters, de meilleurs retours, etc. Donc là, malheureusement, l'Unimoon, qui a perdu 6 bitcoins, que je le disais, en téléchargeant un portefeuille Hot Wallet Wasabi, ce qui n'existe pas. On a aussi des personnes comme la personne de droite qui essaye de profiter de la situation en disant « Tiens, si je conjoin mes KYC comme ce que certains hackers vont certainement faire, et que je dis qu'en fait mes jetons se sont fait hacker dans le hack de Coldcard, est-ce que tu penses que c'est possible ?» Donc malheureusement, ça attire aussi les arnaques, ça attire aussi les hackers. Et quand je parle de conjoin, la particularité, c'est qu'on a notamment un des fonds volés par un hacker qui ont été conjoin dans le conjoin de conjoin.krug.io, qui est une personne qu'on connaît dans l'écosystème Bitcoin. Et il se trouve que, bon, alors je l'expliquais notamment sur Twitter, hein, le conjoin est très rigolo ici. J'ai posté tout à l'heure, on est jeudi, j'ai posté tout à l'heure un tweet expliquant qu'il ne c'est pas du Lazarus Group, puisque faire un conjoin où on met 64 bitcoins d'un coup, alors que le reste, il y a 25 bitcoins clairement, et bien la plus grosse partie c'est toi, et donc mathématiquement, cette adresse, elle t'appartient, et les autres adresses, on va facilement pouvoir trouver qui tu es. Et donc par conséquent ta confidentialité est pourrave. Mais donc il y a du conjoin dans les sorties. Il est très certain que la personne dont on parle ici va recevoir un petit message ou une petite descente des autorités locales pour s'expliquer de pourquoi est-ce qu'il faisait tourner ce coordinateur et n'a pas empêché cette transaction. Mais il y a quand même des points positifs quant à ce bug de Bitcoin. Enfin pardon, ce bug dans l'écosystème Bitcoin uniquement lié à Coldcard. Premier, c'est que ça fait un énorme pic de rappel aux gens qui peut-être depuis des années se disaient bon, tranquille, j'ai pas besoin de changer ma sécurité, multisig, j'ai pas envie de m'en occuper maintenant. Si, faites-le parce que c'est ce qui vous permet d'éviter ce genre de problème. En parallèle, il y a donc la faille de Coldcard a été trouvée vraisemblablement, et c'est une quasi-certitude chez les personnes qui ont été très impliquées au début, par Kimika 3, qui est le nouveau modèle chinois sorti lundi de la semaine dernière. Donc lundi de la semaine dernière, c'était 2-3 jours avant le début du hack, donc le 27 juillet. Et donc, il est très très bon parce qu'il n'est pas bridé, parce qu'il est très pertinent dans la manière avec laquelle il va faire des recherches, notamment d'un point de vue cybersécurité. Et donc, il y a de nombreux GitHub qui ont été vérifiés par l'IA, par des développeurs Bitcoin ces derniers jours, avec des dizaines de milliers de tokens qui ont été dépensés, des dizaines de milliers d'euros également, pour patcher les failles de sécurité suite au hack de Coldcard. Il y en a beaucoup qui ont été trouvés, comme quoi, j'en parlerai juste après, mais il y a une vraie asymétrie présente entre LLM et humain. Et puis ça permet finalement en fait de se préparer à une adoption de masse, et on a vraiment une communauté Bitcoin qui a été extrêmement soudée depuis le développement de cette affaire, depuis mercredi après-midi, avec vraiment des spaces continuels aux US. On a fait un space en France, c'était vraiment... Il y a une très grande humilité chez les gens qui ont perdu, et chez les autres aussi qui sont vraiment prêts à aider. C'est vraiment très très beau à voir. Malheureusement, ça arrive dans des situations telles que celle-ci. Et donc là, le gros point, c'est le futur de la cyber-IA sécurité. Parce que clairement, c'est que le début. Kali l'a dit, ils ont créé une team de bitcoiners, le Red Teaming Bitcoin, dans lequel en fait ils dépensent des dizaines de milliers d'euros par jour pour, avec différents modèles, notamment Kimika 3, venir avec des LLM à parcourir les GitHub de quasiment tous les projets Bitcoin pour patcher des failles de vulnérabilité. Il y a eu une faille Linux récemment, là on a la faille Bitcoin. Ça y est, l'IA est en train d'attaquer de manière, c'est pas l'IA directement, c'est l'IA permet des attaques qui n'étaient pas possibles avant. Et il y a une véritable asymétrie, une asymétrie de couverture déjà, d'une part, parce que des développeurs de Coldcard avaient tout un code à vérifier. Sauf que l'attaquant n'avait qu'une faille à trouver. En parallèle, une asymétrie financière. Pour les développeurs, c'est énormément de temps. C'est surtout énormément d'argent, plusieurs milliers, dizaines de milliers. Et si mettre des dizaines de milliers face à une situation où on n'a peut-être pas assez de ventes, eh ben, c'est pas forcément possible. Sauf qu'un hack, c'est plusieurs millions, ou dans le cas de Coldcard, centaines de millions.
Il y a une asymétrie de contrainte évidente. Hein. LLM, c'est quelques centaines, milliers d'euros, alors que derrière, il faut des centaines ou des milliers d'heures pour les développeurs. Donc il y a aussi une problématique de coût, et en parallèle aussi un problème d'asymétrie de la vitesse de patch du bug. Dans le cas de Coldcard, il a fallu plusieurs dizaines d'heures avant que le nouveau firmware soit mis en place, firmware qui était buggé, qui faisait bloquer la Coldcard pendant certaines situations. Donc ces asymétries sont présentes. Le point positif, c'est que le monde est en train de changer et que les développeurs doivent aussi changer eux également leur manière de faire, notamment apprendre à utiliser l'IA pour pouvoir patcher leurs failles de vulnérabilité et que dès qu'ils mettent en place une nouvelle mise à jour, qu'il y ait un nouveau modèle, l'utiliser directement pour vérifier ces failles. Malheureusement, cela induit aussi finalement des points particulièrement péjoratifs, autres que la hack de Coldcard, puisque Bolt, un exchange non custodial qui a été utilisé par Aqua, par Bull Bitcoin et par plein d'autres, et par certains portefeuilles tels que Arcade également, eh bien, a décidé d'arrêter pour le moment pour des raisons d'attaque automatisées par l'IA depuis quelques mois. Et donc ils sont trop petits, une trop petite team pour pouvoir continuer à maintenir ça. Et c'est bien triste. Et alors pour finir, où est-ce qu'on en est, Unchained? Eh bien, depuis le lancement de l'attaque, le mercredi soir, j'ai passé énormément de temps sur le sujet, sur Twitter, pour obtenir les informations initialement, et puis très rapidement, pour de mon côté, manuellement et automatiquement également obtenir on va dire une chronologie des transactions des différents hackers et également vers où partaient les fonds. Je vous mets une image avec plusieurs milliers de bitcoins, plusieurs milliers d'adresses également. Concrètement, il y a vraiment 3 vagues qui ont été visibles. Cette première vague, elle s'est déroulée en 5 piratages. Une première, une deuxième, troisième, quatrième et cinquième piratage. Toutes les mêmes, avec plein d'adresses d'utilisateurs, Coldcard, qui ont été dans plein de transactions renvoyées vers une seule adresse. Une seule adresse, une seule adresse, une seule adresse, une seule adresse. Et donc, clairement, ça a été automatisé. La particularité, c'est que tous les fonds n'ont pas été touchés, donc il y a des wallets ici, qui avaient par exemple 10 bitcoins, et il n'y a que la première adresse qui a été volée. Parce que les adresses 4, 3, 4, 5 n'avaient pas de fonds. Donc en fait, ici, clairement, ça a fait dire à de nombreux analystes que ce vol était d'une part scripté, d'autre part que ça a été scripté par l'IA, et que si on demande Kimika3, comment on fait pour voler du Bitcoin, pour faire des transactions rapidement? Tiens, voici un script, tu passes par l'API. Car oui, effectivement, il semblerait qu'un pattern ait été reconnu et que le hacker qui correspondrait à la vague numéro 1 ait utilisé les appels API à une API payante, ce qui potentiellement permettrait de le retrouver, ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi les fonds n'ont pas encore bougé. On verra dans le futur. Et donc, par conséquent, ce qui serait positif pour certains utilisateurs. À peu près 1200-1500 bitcoins liés à cette vague 1. Ensuite, on a la vague 2. La vague 2 qui est présente ici, que j'estime être la vague 2, avec plein d'adresses qui partent sur plein de transactions, mais qui partent dans un charabia absolument ignoble, avec vraiment, c'est totalement brouillon, c'est clairement pas un utilisateur expert de Bitcoin, et on a 6 transactions que j'ai pu identifier partant vers un exchange, l'exchange ChangeNow, qui est un exchange non KYC, avec lequel j'ai eu des contacts et pour lequel j'ai pu envoyer toutes les informations, qui sont en attente notamment des autorités pour pouvoir donner l'identité du compte en question, l'adresse mail, l'IP ou autre, mais également les adresses vers lesquelles les fonds ont été envoyés. Et enfin, une vague 3, je ne l'ai pas affiché tout en dessous, parce qu'il y a 3 fois cette taille-là en dessous pour la vague 3, mais c'est une adresse, une transaction, une adresse. Donc en gros, c'est un input à un output, c'est ignoble à afficher, à gérer d'un point de vue analyse on-chain, parce que c'est beaucoup de transactions et de temps. Il n'y a pas de consolidation pour l'instant, et a fortiori, il y aurait plusieurs attaquants, mais c'est impossible de vérifier concrètement, puisque tout se ressemble. Est-ce que c'est l'attaquant 1 qui fait différemment ou pas? On ne sait pas pour le moment. Donc voilà un peu ce qu'il en est. Ça ressemble au dashboard que j'ai pu mettre en place et vibe coder avec mon copain Claude pour pouvoir effectuer ces analyses avec des centaines d'adresses, des alertes avec mon bot Telegram qui me permettait de savoir à quel moment les fonds bougent. Là, le moment où je vous parle, on est jeudi 6, ça fait, pour être honnête, 2 jours, vraiment, presque 3 jours que c'est vraiment plus tranquille.
Lundi, mardi, il y a eu ces messages. Mercredi, je crois qu'il y a eu il y a eu le début du conjoin dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, il n'y a rien eu, par exemple, il n'y a pas eu de vrais déplacements. Alors, je dis il n'y a rien eu, il y a peut-être continué à y avoir des transactions, un input, un output, mais j'ai décidé volontairement d'arrêter de les suivre. De la même manière qu'une fois que j'ai découvert les conjoins et le pattern du conjoin, j'ai décidé d'arrêter de les suivre, parce que derrière, le temps à passer pour pouvoir continuer à suivre ces transactions nécessite énormément de ressources et forcément beaucoup de temps ou des outils automatisés plus. Et donc, comme je le disais, sur Twitter, eh bien, on a la saison 1, épisode 2 de la petite maison dans la blockchain, puisque très particulier, on a eu sur l'adresse C1 affaire, qui est une adresse de la vague 1, donc du premier attaquant, ce message, ces deux messages. Le premier qui disait « Je sais maintenant qui tu es, et je vais venir », et puis c'est clairement des menaces de mort. Tu as fait ton propre lit de mort, seul, avec ce A point qui pourrait correspondre à une initiale. En tant qu'analyste, cette information, évidemment, je la trouve très intéressante pour l'histoire de ce qui se passe. Maintenant, ça ne nous donne aucune info sur qui il s'agit, est-ce que c'est juste pour faire le buzz ou pas, aucune idée. Est-ce que c'est parce que dans le monde, le prénom le plus répandu commence par A, ou on ne sait pas. Reste que c'est quand même atypique. Et ensuite, un deuxième operator qui a suivi, il y en a eu 4-5 autres sur ces 2 derniers jours, où finalement, c'est mon dernier message, demain, en gros, t'es mort, etc. Les messages d'aujourd'hui étaient pas de première lettre du prénom ou d'alias, mais étaient à peu près similaires, plutôt dans le tu vas devoir te repentir, tu ne vas plus pouvoir te regarder dans le miroir, etc. Peut-être la détresse aussi d'un utilisateur qui a perdu malheureusement des BTC. Reste que la question se pose et on ne saura certainement jamais la réponse. Et donc, actuellement, on a plus de 1600 bitcoins qui ont été volés, plus de 7000 adresses qui ont été liquidées, et est estimé par Galaxy Research, qui a une team qui travaille là-dessus, notamment en contact avec Chainalysis, qui est la plus grosse boîte qui réalise de l'analyse de chaîne au niveau international. Ils estiment qu'il y a plusieurs attaquants. Galaxy Research estime à 13 attaquants. Je suis très étonné de la valeur de ce nombre d'attaquants. Du côté de Chainalysis, ils ont posté ce matin, et là je regarde en même temps sur mon téléphone, un message, un début d'analyse, on va dire, là-dessus, où ils estiment qu'il y aurait 4 attaquants. Donc les 4 attaquants, sur les 4 attaquants, 3 des 4 sont des attaquants que j'ai pu repérer. Le premier attaquant de Chainalysis correspond à l'attaquant de la vague 1, où les fonds n'ont pas bougé. L'attaquant numéro 3 part sur les exchanges, dont je parlais tout à l'heure. L'attaquant numéro 4 a fait le conjoin, dont on parlait également. Et l'attaquant numéro 2, donc ce qu'ils appellent type 2 dans les patterns, serait passé sur la Torch Chain, où c'est des transactions que j'ai vu qu'on était passé sur des bridges, mais je ne suis pas parti du principe que c'était un attaquant, donc peut-être me suis-je trompé à ce moment-là. Reste que c'est particulièrement intéressant de voir que, voilà, il y a plusieurs attaquants, le premier, et ensuite d'autres qui ont découvert cette faille, grâce certainement à Claude ou à Kimi, ont construit des outils pour pouvoir traverser l'espace de clé, et ensuite subtiliser les fonds, ce qui fait que clairement, on est sur le bug de Bitcoin, ou le hack de Bitcoin plutôt, enfin le hack dans l'écosystème Bitcoin, le plus complexe qui n'ait jamais existé en termes d'analyse on-chain. Car il y a des patterns différents, des hackers différents, c'est extrêmement complexe. Et on parle de non pas une adresse d'exchange ou quelques adresses d'exchange qui ont été consolidées. Là, on parle de milliers de transactions. Chainalysis a posté ceci. Alors la question qui peut se poser, c'est d'où ça sort, d'où sort cette répartition mondiale des victimes. Reste que le Canada semble le plus touché, avec en deuxième position l'Australie et également les États-Unis. Ça s'explique notamment au fait qu'il y avait beaucoup d'influenceurs qui étaient payés par Coldcard dans des partenariats pour faire la promotion de ces matériels, qui, pour être tout à fait honnête, Coldcard est un très bon matériel. Il n'aurait jamais dû y avoir ce problème, mais la génération de l'entropie avec les dés est excellente, c'est très pratique et très utile. D'ailleurs, les utilisateurs qui ont acheté une Coldcard pour ça et qui ont fait leur propre génération, eh bien, ne se sont pas retrouvés avec des fonds volés, donc c'est vraiment très positif. Il y a plein d'autres choses, notamment le fait que le device soit air gap, son design ou autre, enfin, très positif, c'est vraiment un très bon hardware wallet. Malheureusement,
une faille qui n'aurait jamais dû arriver. Et alors du coup pour terminer, un point qui me semble quand même assez rigolo d'essayer d'estimer, alors on n'aura jamais la réponse, mais c'est de se dire, bah tiens, combien de portefeuilles matériels ont pu être réalisés par Coldcard, combien ont pu être vendus, et donc combien de bitcoins pourraient au total être subtilisés, car l'attaque est encore en cours. Alors là, comme Coldcard ne donne pas les chiffres, j'ai dû les subodorer, et je suis parti d'un truc qui s'appelle en maths le Birthday Paradox, vous l'avez peut-être déjà entendu parler. C'est très rigolo, c'est un truc qui dit que s'il y a 23 personnes dans une pièce, il y a 50% de chance que 2 personnes aient le même anniv. Alors c'est rigolo, on se dit, bah tiens, c'est quand même étonnant ce truc-là. En fait, ça crée une notion de collision. Et ce paradoxe fait que, bah, en fait, je me suis dit, ok, si on veut 5% de collision, eh ben, ça donnerait à peu près 21 000 matériels, 21 000 Coldcard. Et de là, je suis parti. Ok, s'il y a 21 000 Coldcard, ça veut dire que, bah, il y a, allez, peut-être un quart des utilisateurs qui ont bougé qui avaient utilisé les dés, une passphrase ou un portefeuille multisignature dans lequel il y avait au moins une Coldcard. Donc ça veut dire qu'on peut en retirer 25%. Il n'en reste plus que 16 000 qui sont attaquables. Mais sur les 16 000 matériels attaquables, on peut se dire qu'il y en a peut-être un tiers qui ont déjà déplacé leur fonds. Sur les 16 000, il en reste plus que 10 000 attaquables. Et il se trouve qu'en moyenne, par adresse, sur les transactions qu'on a pu observer sur les premières attaques, il y avait à peu près 0,3 bitcoin par adresse. On pourrait estimer cette adresse, donc à peu près 2 bitcoins par portefeuille. Ça veut dire 20 000 bitcoins, soit 1,3 milliard de dollars. J'ai oublié d'ailleurs de le changer tout en haut, je le ferai juste après. Autrement dit, ben, on pourrait dire que actuellement, il n'y a que 10% des fonds qui ont été volés sur cette attaque et qu'il y en a encore 90% qui pourraient l'être, soit quelque chose d'encore plus dramatique. Heureusement, cette valeur-là des personnes qui déplacent leurs fonds ne cesse de croître, c'est pour ça qu'il faut en parler, aussi pour ça que je fais cette vidéo. Mais reste que c'est une première estimation. Mais on pourrait se dire, et pour être tout à fait honnête, me dire que Coldcard n'a vendu que 21 000 matériels me paraît particulièrement étonnant, ça me paraît très peu quand même. Donc on pourrait se dire, ils ont vendu plus, ils ont vendu 40 000, 40, 50 000. 40, 50 000, ça veut dire qu'il y a 21% de collision. 21% de collision, ça veut dire qu'il y a une chance sur ça quand on génère une seed, qu'en fait, quelqu'un soit tombé sur une même seed déjà existante. Ça paraît quand même beaucoup, mais pourquoi pas? Et bien dans ce cas-là, en reprenant les mêmes chiffres de 25% de 1 tiers et de 2 BTC par portefeuille, on arrive à 52 000 bitcoins. 52 000 bitcoins, c'est quand même plusieurs milliards de dollars. C'est extrêmement conséquent. Donc voici un peu ce qu'on peut dire. Moi j'aime bien dire, on a à peu près 2000 bitcoins déjà de volés, on pourrait aller jusqu'à 20 000. Espérons que le plus de personnes puissent les déplacer dans les heures qui viennent, puisque l'attaque continue. Et enfin, ma conclusion, c'est que faire si vous êtes victime, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est victime. Premièrement, sortez absolument vos bitcoins de votre Coldcard si vous êtes impacté. Je le disais tout à l'heure, quasiment tous les modèles sauf le MK1, mais si vous avez un modèle Coldcard, dans ce cas-là, vous bougez vos fonds vers une nouvelle clé privée que vous générez, sur un nouveau portefeuille matériel ou un nouveau portefeuille logiciel si vous le souhaitez, sur un ordi que vous réinitialiserez, à vous de voir comment vous le faites, mais surtout, bougez ces fonds. Évidemment, si vous le faites sur un portefeuille logiciel, sur un PC, faites attention qu'il n'y ait pas de malware. Puis ensuite, entourez-vous de bitcoiners de confiance pour vous aiguiller. Listez vos adresses, les adresses de réception du hacker et décrivez la situation dans un rapport. Puis ensuite, vous allez porter plainte. Vous allez donner ce document aux forces de police. Vous demandez à ce que ce document soit envoyé en plus de votre plainte au service compétent. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi créer un ticket sur SEAL 911, qui est une équipe d'analystes de recherche qui va essayer de pouvoir trouver où vont partir les fonds. Et ensuite, déconnecter des réseaux. Prenez une semaine de recul, libérez-vous l'esprit. C'est très dur d'être dans cette situation-là, mais il faut faire attention aussi à son état d'esprit et il faut se déconnecter parce qu'il ne se passera rien et ça ne fera finalement petit à petit que remuer quelque chose de terrible qui est arrivé. Et enfin, quelques ressources, évidemment, la chaîne YouTube, avec notamment la retransmission du Space qu'on a fait là-dessus, avec des experts en sécurité de différents portefeuilles, et notamment Kevin de Liana qui était présent, c'était extrêmement intéressant. Et la planb.academy avec des tutoriels sur tous les sujets, que ce soit la génération d'une phrase mnémonique avec des dés, l'utilisation de Liana, l'utilisation d'un portefeuille matériel, la création d'un multisig, etc., etc. Donc voilà pour cette présentation. Soyez safe, faites attention à vous,
allez dans vos communautés, de poser des questions si vous en avez besoin concernant vos setups de sécurité sans trop donner d'infos. Et surtout, surtout, réfléchissez à votre setup de sécurité pour que vous n'ayez pas un seul point de défaillance. À la prochaine!